Dans cette conférence, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent de la psychologie et de la science psychologique de l'esprit. Ils suggèrent que si les thérapeutes avaient une compréhension plus profonde de la psyché humaine, ils pourraient aider à rétablir la conscience de l'individu plus rapidement, voire réduire le nombre de patients hospitalisés en psychiatrie. Cependant, ils soulignent que la psychologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est encore une science embryonnaire. Elle se base sur l'observation clinique et le diagnostic symbolique, mais ne prend pas en compte les dimensions plus profondes de l'être humain. Ils comparent cette approche à regarder un film sans se rendre compte de tout le travail de production qui se cache derrière. Selon eux, la psychologie doit évoluer et plonger dans les profondeurs du psychisme humain pour ouvrir les portes vers des forces et des intelligences plus vastes. Les psychologues doivent eux-mêmes expérimenter une forme d'initiation et se déraciner de leur ego pour puiser dans leur propre nature intelligente et comprendre les mécanismes psychiques qui peuvent manipuler les individus. Il mentionne que la psychanalyse a placé beaucoup d'espoir dans l'étude symbolique du subconscient à travers les rêves, mais une nouvelle science psychologique doit émerger pour aller au-delà de cela. En conclusion, ils affirment que la psychologie doit vivre une transformation profonde et que les psychologues réels seront ceux qui plongeront dans les profondeurs du psychisme humain pour comprendre les forces et les intelligences qui nous entourent. La future science de la psychologie sera très différente de celle que nous connaissons. Les psychologues devront oser communiquer télépathiquement avec le subconscient pour renforcer leur propre intelligence contre les forces qui agissent dans les couches subconscientes de l'homme. L'homme est un être multidimensionnel, avec un corps physique, un corps vital, un corps émotionnel, un corps mental et des couches de conscience subtiles. Il doit tirer le maximum de ces couches supérieures pour libérer sa conscience de la mémoire humaine et des forces internes qui la maintiennent prisonnière. Les psychologues doivent être des aventuriers de l'intelligence et ne pas avoir peur d'explorer des domaines marginaux, spirituels ou ésotériques. En osant briser les barrières de la mémoire et du statu quo, ils nient leur potentiel créatif en tant que scientifiques. Il est reproché aux scientifiques de ne pas aller aussi loin qu'ils le pourraient en raison du manque de puissance interne de leur intelligence. Ils doivent être capables d'aller contre les infractions perpétuelles commises contre l'humanité en termes de liberté et de connaissance. La connaissance fait partie intégrante de l'homme mais a été contrôlée subtilement par des intérêts occultes pendant des millénaires. Aujourd'hui, il est temps de déchirer le voile et d'accéder à une connaissance non teintée par ces institutions occultes. Lorsque les psychologues auront déchiré ce voile, l'humanité sera enrichie et aura accès à une connaissance plus pure. Il est important de dépasser la pensée conditionnée et l'émotion qui empêchent souvent la libre exploration de l'esprit. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion d'absolu et de puissance chez l'homme. Il mentionne que l'absolu ne fait pas partie des réalités occultes, mais plutôt de la concrétisation mentale de l'énergie interne de l'homme. Elle affirme que l'homme ne peut être en accord avec son absolu que s'il est capable de créer des idées et des concepts venant de son organisation énergétique. Chaque individu connaît ses propres limites et sa fonction, et il ne peut être en dehors de son absolu. Pour l'auteur, les psychologues devraient se libérer de leurs anciens schémas de pensée et explorer les domaines internes de l'homme pour être en mesure de rendre service à l'humanité. Il souligne que la puissance fait partie de la nature humaine, mais que la société a rendu l'homme impuissant et attentif à sa propre puissance. L'auteur soutient que la réalité ne dépend pas de la personnalité ou des concepts intellectuels ou émotionnels de l'homme, mais plutôt de la puissance qui veut s'exprimer à travers l'homme pour le transformer et lui donner sa véritable identité. Il encourage les psychologues à étudier tous les aspects de la conscience humaine, afin de réaliser la multidimensionnalité de celle-ci et d'utiliser ces connaissances pour aider l'humanité à évoluer. L'homme possède le pouvoir de communication télépathique avec l'invisible, mais cela comporte des règles différentes de celles de la communication avec d'autres hommes. Lorsque nous communiquons avec des personnes, nous sommes protégés par nos systèmes personnels de valeurs et d'opinions, mais cette protection n'existe pas lorsqu'on communique avec l'invisible. L'homme est encore au début du développement de son intelligence et de son intellect, et lorsqu'il entre en contact intelligent avec l'invisible, son intellect est souvent dépassé et son ego a peur d'être vulnérable. Pour comprendre la psychologie profonde et la mécanique de la psychologie, l'homme doit avoir le courage d'explorer les différents niveaux de la conscience et d'oser affronter les normes de la profession de psychologue. Un psychologue qui ose entrer dans ce domaine doit être sain d'esprit, équilibré mentalement et doit souvent cacher ses intentions pour être compris. Il ne peut pas demander à tout le monde de le comprendre, c'est son propre travail. Lorsqu'un homme explore le domaine caché de la conscience, il peut avoir l'impression d'être spécial ou choisi, mais cela est souvent une illusion de l'ego.
Les psychologues qui vont dans cette dimension de la réalité psychique humaine doivent être humbles, investis et capables de communiquer de manière adaptée à ceux qui ne sont pas encore prêts à explorer ces domaines obscurs de l'homme. Intelligence et intellect sont différents. L'intelligence est une énergie plus puissante qui peut faire exploser le mental de l'homme, tandis que l'intellect est une utilisation ordonnée de l'intelligence créative. Les hommes qui se lancent dans cette aventure supramentale doivent être de plus en plus humbles, réalistes et capables de vivre cette expérience avec ouverture d'esprit. L'intelligence n'est pas soumise à des lois fixes. La différence entre la psychologie actuelle et la science psychologique du mental dont parle l'auteur réside dans le fait que la psychologie actuelle est basée sur des concepts et des idées imposées à l'homme, tant au niveau de la société que de la spiritualité, alors que la science psychologique du mental est une science qui vise à comprendre les lois de la relation entre le mental humain et les forces internes qui travaillent à son évolution. L'auteur affirme que l'homme entre dans un nouveau cycle d'évolution où il devra se libérer des notions du passé, car elles ne conviendront plus à son développement individuel. Il y aura des individus qui, au fil des siècles, auront une compréhension plus élevée de la conscience et élèveront leur niveau vibratoire, formant ainsi une nouvelle race aux sociétés qui aura le pouvoir sur la matière. Ainsi, il est important pour les psychanalystes et les autres professionnels de la psyché de renouer avec leur monde mental et de comprendre leur nature multidimensionnelle. La peur d'être soi-même empêche souvent les individus de réaliser leur véritable nature, ce qui perpétue un cycle vicieux qui se transmet de génération en génération. L'humanité est souvent dépendante des autres pour faire face aux difficultés de la vie, et c'est là que la psychologie entre en jeu. Cependant, un jour, il faudra reconnaître que la psychologie atteindra ses limites et que l'homme devra se construire par lui-même, sans l'aide extérieure. Pour cela, il faudra déraciner les vieilles croyances et idées qui nous limitent, et être prêt à absorber le choc du changement. Nous sommes souvent attachés à des pensées négatives qui nous empêchent de réaliser notre potentiel, mais il est possible de les remettre en question et de trouver notre véritable identité créative. Notre intelligence, quelle que soit sa forme, est souvent limitée par notre ignorance. Finalement, il est possible d'être intelligent sans être intellectuel, et vice-versa. Pour être intellectuellement intelligent, il est nécessaire d'avoir au moins un peu de certitude quant à notre intelligence. Selon le penseur BDM, la corde astrale, également appelée cordon d'argent, est un lien qui doit être coupé pour que l'homme puisse être libre. Ce lien est lié à toutes les pensées égoïstes et les peurs qui limitent l'homme. Il explique que l'homme est souvent téléguidé et habitué à être contrôlé, et que cela doit être réalisé petit à petit pour que l'homme puisse prendre possession de sa volonté, de son intelligence et de son amour. La coupure de ce lien permet à l'homme d'accéder à sa conscience supramentale et de traiter avec toutes les dimensions de son être. Cependant, il souligne que cela ne peut se faire trop rapidement, car l'homme ne pourrait pas supporter cette liberté. Il compare le processus à explorer la jungle de l'homme, qui est un territoire inconnu et solitaire, mais une fois que l'homme traverse cette jungle, il réalise qu'il a tout ce qu'il faut pour survivre. Lorsque l'homme perd confiance en lui-même, il perd de l'intelligence et de la volonté. Mais lorsqu'il peut vivre la solitude dans la jungle et revenir dans la ville, il ne peut plus jamais être seul. Dans cette conversation, l'interlocuteur souligne que la réalité de l'homme se trouve dans la jungle plutôt que dans la ville, où il est monté, formé et structuré. Il compare la ville à un survol de l'Amazonie en avion, où tout semble merveilleux et sécurisé, mais une fois sur le terrain, l'homme doit se confronter à la lutte et à la réalité. Il est affirmé que tous les hommes doivent confronter la réalité dans leur vie, mais pas nécessairement au même niveau. L'évolution de l'humanité se fera individuellement plutôt que collectivement. Les nouveaux hommes se rencontreront et travailleront ensemble pour former une nouvelle conscience universelle, mais ils ne seront pas nombreux sur Terre en même temps, car cela fait partie de la formation d'une nouvelle race mentale. En ce qui concerne les psychologues, ils seront amenés à comprendre la différence entre la psychologie actuelle et la science psychologique du mental. S'ils sont sages, ils pourront instruire d'autres personnes dans leur milieu ou se retirer si cela n'est pas possible. La sagesse consiste à ne pas forcer un homme à s'intéresser à ce que l'on dit, mais à laisser chacun découvrir par lui-même. L'interlocutrice souligne que les femmes pourraient être plus adaptées à la redéfinition de la psychologie, car elles sont plus intuitives et moins orgueilleuses intellectuellement. La conversation se poursuit sur un autre sujet concernant un individu calme et relax. L'homme qui est allé dans la jungle ne peut pas simplement revenir en ville et raconter son expérience, car les gens ne croiraient pas ses histoires. Seul quelqu'un d'autre qui est allé dans la jungle peut vraiment le comprendre.
Lorsque l'homme parle de son expérience, il n'a pas besoin de prouver qui il est, car il est en paix avec lui-même. Un ego conscient n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. L'homme a également vu la manipulation dans la jungle, représentée par les singes, qui symbolise le monde astral de l'homme. La psychologie doit un jour pénétrer dans cette jungle mentale pour aider l'homme à conquérir ses pensées négatives et inconscientes. Les tribus de singes dans la jungle représentent ces pensées non contrôlées dans l'esprit de l'homme. Dans ses paroles, Bernard de Montréal exprime l'idée que l'ego, en raison de ses illusions et de son attachement aux pensées, empêche l'homme de ressentir sa puissance intérieure. Il compare l'homme à un Saint Bernard, gentil et bienveillant, mais qui doit évoluer en un Doberman, un chien plus fort et indépendant. Selon lui, cette transformation se produit lorsque l'homme réalise que ses pensées ne sont pas créatives et commence à prendre conscience de la manipulation qui se produit dans sa vie. Il souligne également que la société nous limite dans notre liberté et que l'homme doit apprendre à maîtriser ses forces internes pour devenir réellement libre. Il insiste sur le fait que l'homme se sent incomplet en raison de l'illusion et de l'ego qui l'emprisonne, et qu'il tente souvent de combler ce vide avec des plaisirs et des émotions superficielles. Cependant, lorsque l'homme accède à sa conscience, il trouve la plénitude et n'a plus besoin d'émotions artificielles. En fin de compte, Bernard de Montréal encourage l'optimisme dans la transformation de l'homme, mais souligne que cela requiert une prise de conscience profonde et une transcendance des illusions de l'ego. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal discute de l'enthousiasme et de la façon dont certains maîtres spirituels, tels que ceux au Tibet, restent calmes et immobiles pendant des années. Il explique que l'enthousiasme peut être perverti par l'ego et que l'homme vit souvent à l'envers, cherchant une manière authentique d'être. Il affirme que, dans ce nouveau siècle, la conscience supramentale se développe et descend sur le plan matériel, et que cela offre une opportunité de reconsidérer la nature de l'homme et de retrouver une connexion avec notre origine et notre énergie. Bernard de Montréal souligne que la psychologie, en tant que science, deviendra de plus en plus occulte, permettant aux psychologues de travailler directement avec des aspects internes de l'homme qui ne sont pas encore intégrés dans la psychologie conventionnelle. Il prédit que de nouvelles écoles de psychologie indépendantes émergeront, où les psychologues pourront travailler librement sans être restreints par des associations ou des affiliations sociales. Il souligne également que cette idée de s'affranchir des structures existantes s'applique à d'autres domaines tels que la médecine et l'architecture, où la créativité des professionnels est souvent limitée par des contraintes associatives. Il conclut en insistant sur l'importance pour chaque individu d'avoir le pouvoir interne de se libérer et d'exprimer sa créativité dans le monde, afin de ne pas être malheureux dans son cadre professionnel. Bernard de Montréal exprime son désir de travailler avec des personnes intelligentes dans différents domaines, mais reconnaît qu'il crée trop de remous et perturbe les choses. Il explique qu'il ne cherche pas à tout mettre en l'air par volonté, mais parce qu'il croit que tout doit être transformé. Il souligne que la tendance à cristalliser les choses pour se sécuriser est une illusion et que la science continuera à découvrir de nouvelles frontières. Il affirme que la science est infinie car l'univers lui-même est infini, et que les scientifiques devront remettre en question leurs théories pour mieux comprendre les liens entre la gravité, le magnétisme et le quartz. Il souligne la nécessité pour l'homme de définir ses concepts en fonction de son intelligence plutôt que de l'expérimentation. Il soutient que nous devons définir la réalité de la matière et de l'esprit en fonction de notre progression intellectuelle à travers les éthers qui font partie de notre conscience. Il affirme également que l'atome devra être décomposé un jour pour être compris comme l'expression constante de l'absolu. Dans ce texte, il est affirmé que l'homme doit comprendre les lois du temps et de l'esprit pour développer une science solide. Certains hommes ont la capacité de transposer le temps et de se dématérialiser, ce qui montre qu'ils peuvent agir au-delà du monde de la lumière. La science actuelle ne comprend pas encore les lois du temps. Le montre l'équation énergétique d'Einstein qui ne prend pas en compte l'assujettissement de la lumière au temps. Si l'homme parvenait à transposer le temps, il pourrait se passer de la lumière et accéder à des forces inouïes utilisées par des intelligences dans d'autres mondes pour construire les galaxies et les planètes. Les planètes ne seraient donc pas construites de manière cumulative après le Big Bang, mais par la mentation de certaines intelligences qui utilisent le temps pour donner de la cohésion à la conscience atomique. La science matérialiste, basée sur les laboratoires et les coordonnées scientifiques mécanistes, ne permet pas de comprendre l'organisation invisible et matérielle en fonction de notre intelligence. C'est pourquoi l'homme doit se réaliser dans la matière en fonction de son esprit. La gnose de Princeton est une organisation intéressante mais qui reste encore prisonnière de sa spiritualité. L'homme est un être créateur qui doit créer les conditions de
transformation de sa société et de son mental. Il est un être immortel, coupé de son énergie, et doit revenir à sa source pour expliquer la relation entre l'intelligence, la volonté et l'amour dans le cosmos. Dans cette conversation, l'intervenant évoque des histoires d'initiés comme celle du Nazaréen ou de personnages vivant au Tibet ou dans l'Himalaya, qui vivent tant qu'ils le veulent sur le plan matériel jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. L'orateur affirme que l'homme n'est pas censé mourir, mais qu'il est devenu mortel en commençant à penser. Selon lui, dès que l'on commence à penser, on commence à mourir car la pensée ne permet pas de produire de bonnes choses. Cependant, il souligne qu'il est possible de communiquer mentalement avec des intelligences et de créer quelque chose de créatif et de bon. Il soutient que le bien et le mal sont interdépendants et que la vérité est l'envers du mensonge. Il affirme également que la pensée de l'homme n'est pas nécessaire et que dans le futur, l'homme ne pensera plus, mais communiquera par télépathie. Il critique la conscience planétaire de l'homme et le contact avec les sphères, affirmant que le mensonge fait partie des forces utilisées pour la transformation de l'homme et sa descente dans la matière. Selon lui, l'homme devrait être un être supérieur, un surhomme, car il est esprit dans la matière, mais il estime que l'homme est faible car il pense. Il soutient que l'homme vit sur Terre une conscience expérimentale et que nous ne sommes pas créatifs mais plutôt expérimentaux. Il mentionne également que les entités de l'autre côté craignent que l'homme se conscientise davantage, car cela pourrait les priver de leur travail. Dans cette synthèse, Bernard de Montréal exprime sa préoccupation concernant l'utilisation abusive de la manipulation et des religions dans notre société. Il affirme que les forces qui chercheront à manipuler l'homme utiliseront tous les moyens disponibles, y compris les aspects les plus précieux de la civilisation judéo-chrétienne. Il indique que cela est une source de tristesse pour lui et le motive à lutter contre ces forces jusqu'à ce qu'il ne soit plus sur le plan matériel. Bernard de Montréal explique que les religions et les sciences psychologiques ne peuvent plus offrir de protection suffisante contre cette manipulation, car l'homme a atteint ses limites dans ces domaines. Il souligne la nécessité pour l'homme de prendre conscience de lui-même et de contrôler son énergie. Pour évoluer. Il soutient que l'honnêteté envers soi-même est essentielle pour développer son intelligence. L'auteur fait également référence à son expérience personnelle d'initiation interne et du contrôle de son énergie. Il affirme que l'évolution de l'homme nouveau ne se fera pas comme dans le passé, en recherchant des maîtres extérieurs, mais plutôt en développant son propre feu interne de conscience chez lui. En ce qui concerne l'héritage de son savoir, Bernard de Montréal dit qu'il le transmettrait à des personnes qu'il considère comme intelligentes, souvent des gens simples. Il ne le confierait pas à des groupes spécifiques tels que les philosophes, les religions, les psychologues ou les scientifiques. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal aborde la question de l'utilisation de son travail par des scientifiques. Il affirme que son travail ne peut pas être utilisé par ceux qui ne sont pas réels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sensibles, proches d'eux-mêmes. Et pas trop orgueilleux. Il précise que son travail s'adresse à l'esprit de l'homme plutôt qu'à son ego. Il explique qu'il ne cherche pas à expliquer aux scientifiques les lois de l'antigravité, du magnétisme, de l'espace et du temps, car il ne veut pas que ces connaissances soient utilisées contre l'humanité. Il souhaite qu'il y ait des changements et une purification avant que ces connaissances puissent être utilisées dans le domaine de la science. Bernard de Montréal mentionne qu'il ne donnera jamais ses connaissances par des moyens physiques, verbaux ou naturels, mais qu'il utilisera toujours un autre plan de communication avec les scientifiques. Il souligne que cela empêchera que ces connaissances soient utilisées pour la convoitise et contre l'humanité. Il conclut en affirmant que ces connaissances seront utilisées de manière occulte et serviront l'humanité, mais que cela nécessite une préparation psychologique de l'homme pour entrer dans des domaines de la science du mental de plus en plus occulte et en dehors des limites de notre mémoire et de notre assujettissement à l'histoire et à la connaissance sociale.